leçon d'entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. K-I-K-K ou KIK, 4 lettres qui devraient parler aux Namurois et aux amateurs de technologie digitale. Depuis quelques années, le KIK Festival est devenu une institution mondiale qui fait briller la région. Ce festival international des cultures numériques et créatives s'intéresse au déploiement économique et artistique des nouvelles technologies. Pareil pour le TRAC, cet espace de création multidisciplinaire qui génère des projets créatifs entre art, business, science et technologie. Gilles Basler, leur cofondateur, nous plonge dans cet univers mystérieux où se prépare le monde de demain. Mon invité du jour est donc Gilles Basler. Bonjour Gilles. Bonjour. En 2023, le KIK Festival a fêté sa 12e édition. C'est quoi exactement ce KIK Festival ? Alors c'est une question qui revient souvent, déjà par le nom, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, mais aussi par le sujet, je pense. On est un festival international, c'est important ce rapport à l'international, des cultures digitales et créatives. Et donc on est, en quelque sorte, on amène à Namur une fois par an pendant 4 jours l'essentiel et ce qui est à nos yeux le plus représentatif de la planète digitale. Dans un moment précis à Namur, et ça se concrétise concrètement par des conférences où on invite des gens qu'on a principalement tous entendus en courant de l'année, qui viennent présenter leurs projets, qui viennent présenter leurs œuvres, qui viennent présenter leurs projets de recherche, qui viennent proposer leurs projets d'entreprise et qui le racontent à travers des conférences un peu sous format de keynote d'une heure. Ça se traduit par des ateliers, des workshops où lequel on invite le public de professionnels à participer à des formations, à se former aux nouvelles techniques, aux nouveaux changements qui arrivent dans leur métier. Ça se traduit par un market, c'est un grand espace sur la place d'Armes là qui est ouvert à tout le monde et qui fait une démonstration de projets qui arrivent sur le marché, de projets de réalité augmentée, de start-up, de réalité virtuelle, etc. Et ça se traduit par un grand parcours d'art numérique dans la ville, dans lequel on a une 50aine d'œuvres qui sont exposées dans une 30aine de lieux différents. Et comment il est né ce projet ? En fait, il est né, le KIK c'est né je rentrais avec Gaëtan d'un voyage où on participait à un autre festival à l'étranger, à Paris. Gaëtan, c'est le cofondateur, hein, c'est bien Gaëtan ça. Libertio, ouais, c'est le qui a confondé avec moi. On allait à ce festival-là pour s'inspirer dans nos entreprises, aller écouter justement ce qui se faisait de mieux, continuer à tirer un peu, à se tirer vers le haut. Et en rentrant dans le train autour d'une bière, en bon namurois, on s'est dit, c'est fou, il y a rien en Belgique qui met en avant les cultures créatives. Il y a des salons, il y a des foires, etc. Mais il n'y a pas un moment festif, d'où le festival, qui réunit l'écosystème et qui met en avant justement tout notre quotidien dans notre travail. Et puis on s'est tapé dans la main, on a dit voilà, on va créer un événement, on va l'appeler le KIK et puis ça a démarré comme ça tout simplement. Et il ressemblait à quoi le premier festival ? Alors c'était pas du tout la même chose que maintenant, puisqu'on avait au début on avait aucune ambition de croissance, de taille, on voulait juste faire venir chez nous les gens qu'on avait envie d'entendre. Et donc on a réuni 500 personnes, une dizaine d'orateurs, et c'était principalement des conférences et un petit concours de création web à côté en 24 heures. Mais ce qu'on a vu en fait, c'est que tout de suite les salles étaient remplies, on a tout de suite eu un engouement du secteur à ce moment-là plutôt national. De participer, et puis là la machine était lancée et on a décidé chaque année de le faire grandir en fait. Et t'as des exemples de conférenciers qui viennent au festival ? Alors il y en a tellement, on en a eu tellement depuis 12 ans, mais ça va d'un chercheur du MIT par exemple, qui venait nous expliquer en quoi les nouveaux matériaux vont changer le monde, par exemple les nouveaux modes de production de ces matériaux. On a eu Nelly Benayoun par exemple, qui est une chercheuse artiste qui travaille pour la NASA et avec la NASA et qui elle hack en quelque sorte le système développé par la NASA et qui à travers ses projets de recherche artistique pose des questions et aide la NASA à se remettre en question sur toute une série d'autres projets. On a eu des gens de Walt Disney, on a eu des gens de chez Apple, on a eu des gens de chez Google, donc on a eu un peu toutes les grandes boîtes représentées, mais on mêle tout le temps ça avec en parallèle des chercheurs, des artistes,
des entrepreneurs avec une volonté justement assez rare, je pense, dans notre secteur, de décloisonner en quelque sorte le monde de la culture, le monde de l'entreprise et le monde de la recherche, afin justement que des gens rentrent par une porte dans une conférence, restent pour la suivante et que ce soit source d'innovation, de nouveautés, etc. Comment tu fais pour choisir ces conférenciers qui, si on t'entend, ils sont quand même assez réputés? Ben en fait c'est un travail d'1 an. C'est pour ça que je disais que c'est un instantané le festival, c'est que pendant 1 an, avec Marie qui co-dirige la SBL avec moi maintenant, Marie c'est la curatrice du festival, c'est elle qui fait vraiment ce travail de choix en fait sur nos conférences et sur nos installations. On voyage beaucoup. Là je suis rentré vendredi des États-Unis, un autre festival. On va à Barcelone bientôt. Marie est en Autriche récemment, et donc en fait on a tissé un réseau de contenu en quelque sorte, et c'est souvent des gens pour la plupart qu'on a vu nous-mêmes. C'est important. Je pense qu'on est reconnu pour ça, pour la qualité des interventions dans le festival, parce que c'est pas uniquement des vidéos qu'on a vues sur YouTube et où on se dit on va les inviter. Donc c'est vraiment en général des choix vécus en fait. Et comment tu fais pour les convaincre? Est-ce qu'ils connaissent tous le kick déjà? Alors au début c'était compliqué de se dire, quand on voulait faire venir quelqu'un je sais pas, de New York ou même d'Australie, ou d'une grande ville comme Paris, Amsterdam, etc. C'était compliqué de leur faire comprendre qu'il y avait un festival qui était basé à Namur. C'est où Namur? C'est où la Belgique? Enfin, vous connaissez un peu le principe. Et en fait, avec le temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que maintenant le festival est connu. On travaille beaucoup aussi, par exemple, avec les réseaux d'attachés à WEX ou EBI, de Wallonie-Bruxelles International, et eux nous font souvent remonter maintenant que quand ils citent Namur dans leur réseau, c'est ah oui, c'est là où il y a le Kick Festival. Alors je pense maintenant dans notre secteur en tout cas, le festival a vraiment acquis une belle reconnaissance. Et maintenant c'est plutôt l'inverse. On a beaucoup de conférenciers qui nous contactent aussi pour venir parler au festival, pour revenir, c'est devenu un peu une carte de visite pour eux, parce que vu qu'on est réputé comme un festival pointu, être passé au kick pour eux, c'est une belle ligne sur le CV, quoi. Tu as des exemples de technologies qui auraient été testées l'année dernière au Market, par exemple? Alors l'année dernière et cette année encore, ça va être quand même les grosses thématiques principales, c'est quand même l'intelligence artificielle. On est l'année passée, quand on a fait le festival, on était vraiment au début de l'émergence de ces nouveaux outils, et cette année-ci on va être en plein dedans. Le boom est incroyable, et les projets de start-up et de logiciels et de recherche qui sont sur le marché sont tellement gigantesques qu'on va encore en avoir énormément cette année, ça c'est certain. On a eu quand même beaucoup l'année passée aussi de projets de réalité augmentée, de réalité virtuelle, réalité enrichie, et donc cette année-ci en plus avec la sortie du Apple Vision Pro, on va en avoir aussi plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une maturité par contre là-dedans. Donc avant, à un moment donné, on était vraiment dans un engouement il y a 2-3 ans où il y avait un peu tout et n'importe quoi, et maintenant on voit vraiment qu'il y a une logique de marché qui est en train d'arriver sur ces outils-là. Et donc voilà, je dirais que c'est un peu les deux grosses thématiques qui vont être principalement mises en avant cette année. Et comment les PME elles peuvent tirer parti justement du festival? Je pense qu'on n'est pas on n'est pas un festival dédié à tout type de PME dans un premier temps. Malgré le fait que des espaces comme le Market justement sont des lieux où je pense que toute personne qui est chef d'entreprise ou qui est un peu entrepreneur devrait passer, ne fût-ce que pour voir un peu l'évolution sectorielle, l'évolution du marché. Mais au départ, dans notre volet professionnel, on est là pour répondre à des besoins du secteur de la créativité numérique. Maintenant, avec des partenaires, avec toute une série aussi d'autres acteurs sur le festival, on a toute une série de moments un peu plus off dans lequel justement on sensibilise d'autres secteurs, que ce soit le tourisme, que ce soit la culture, que ce soit l'industrie, à voir comment le secteur de la créativité numérique peut apporter de la plus-value, plus de valeur justement à leur secteur à eux. T'as des exemples? Moi, je prends toujours l'exemple du design. Si je reprends l'exemple d'Apple, par exemple, si vous prenez Apple, qu'est-ce que fait Apple? Il fait des téléphones, il fait des ordinateurs comme énormément d'autres fabricants. Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée d'Apple par rapport à tous les autres? C'est justement son design, c'est son niveau de finition, c'est leur manière de communiquer, et tout ça c'est fait par des créatifs en fait. C'est fait quand
Steve Jobs à l'époque travaillait pour qu'il y ait le petit LED sur le bord de son MacBook qui s'allume comme sur le rythme d'une respiration. Ça a été fait par des gens qui ont pensé ça d'une manière design en fait, en quelque sorte. Et du coup, cette couche qui nous paraît normale mais qui est quasi invisible, en fait, apporte une valeur augmentée ultra importante à la société Apple, parce qu'ils ont compris justement l'importance que peut amener le design, la culture, etc. Quand on a ouvert à l'époque avec ma boîte notre Doc Studio, notre bureau aux États-Unis, tous les journalistes nous demandaient toujours mais qu'est-ce que vous allez faire là, des petits Namurois aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a à leur apprendre aux Américains, alors qu'on considère que c'est un des pays les plus développés au niveau tech, etc. C'est pas justement la tech qui viennent chercher chez nous, c'est notre potentiel créatif en fait. Et si on regarde dans toutes les plus grandes boîtes, que ce soit Disney, Apple, Facebook, etc., Instagram, c'est chaque fois dans les postes de direction créative, c'est des Européens qui sont présents. On a une histoire en fait qui est enfouie en nous en termes d'images, de photos, de peinture, de cinéma, de musique, etc., qui est beaucoup plus riche. Et tout ça se reflète dans les métiers créatifs. Et c'est pour ça qu'en Europe, on a un vrai potentiel là-dedans. Et malheureusement, il y a encore trop une séparation entre l'industrie de la créativité et les autres métiers et les autres industries, qui considèrent un peu que c'est pas pour eux, c'est pas important, c'est pas quelque chose dans lequel je dois investir, alors que dans les pays anglo-saxons, ils ont compris ça depuis bien longtemps. On trouve quoi comme boîte dans le secteur des industries créatives digitales? Il y a une multitude d'acteurs qui sont présents dans ce secteur. Ça va au départ, une grande majorité, c'est beaucoup d'agences de communication, agences web, agences de création de sites internet aussi, agences de création d'applications, agences de création de contenu, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Donc ça, c'est tout le volet un peu service aussi. Ça va des photographes, ça va des gens qui font de la vidéo, ça va des gens qui font du jeu vidéo, ça va des gens qui font de l'animation, ça va de gens qui font de la production sonore, ça va aussi de la production événementielle, ça va des développeurs, ça va des creative codeurs, comme on appelle ça va des gens qui font ce qu'on appelle du front-end, donc c'est toute l'interface entre l'écran et le code, et donc voilà, je pense que c'est une vingtaine de métiers différents, représentés soit par des agences de services, soit par des agences de création de contenu aussi, de création quand je prends d'agences de jeux vidéo par exemple, soit par des indépendants qui maîtrisent des techniques spécifiques. Justement, l'ASBL KIC a été nommée référente Digital Wallonia pour le secteur wallon des industries culturelles et créatives. Ça signifie quoi? Alors c'est quelque chose d'abord dont on est très fier, parce que c'est un travail, en tout cas moi personnellement aussi, qui me tenait à cœur depuis longtemps. C'est faire comprendre aux politiques et aux politiques gouvernementales l'importance et le poids économique de notre secteur. Donc c'est vraiment ce secteur dont je parle, le secteur des industries créatives dans le domaine du numérique. Et le gouvernement, à travers le plan et l'agence Digital Wallonia, nous a octroyé en tant que ASBL KIC en quelque sorte la responsabilité de fédérer un secteur, de le mettre en avant, de l'étudier, de donner de bonnes pratiques et de conseiller aussi le gouvernement sur les politiques à mener par rapport au secteur, mais aussi par rapport aux autres secteurs, et comment justement arriver à faire que ce secteur soit plus source de création de valeur pour les autres secteurs, et surtout aussi comment aider le gouvernement à prendre des décisions qui font grandir le secteur. Un des gros enjeux de notre secteur, c'est qu'on est constitué d'une kyrielle de petites entreprises, de PME et de TPE, et qu'il faut absolument que les aider à grandir, à s'internationaliser beaucoup plus, et donc de donner toute une série de recommandations par rapport à ça, pour que dans 10 ans on ait vraiment des champions en Wallonie dans ces secteurs-là. À côté du KIC, tu es aussi cofondateur du TRAC. C'est quoi exactement? Alors après quelques années de festival, on se rend compte que après 4 jours de festival, on se retrouve un peu seul. On se dit c'est génial de faire ça, mais après
on se retrouve dans notre petit quotidien, dans nos vies d'entrepreneurs, et on constate aussi que nos entreprises grandissant, elles font de plus en plus appel à toute une série de métiers. C'est aussi la particularité du secteur, c'est que il y a beaucoup de compétences techniques différentes en fonction des projets. Et donc on écrit une note avec Gaëtan qui s'appelait déjà le TRAC, et qui est un lieu partagé qui permettait à des entreprises du secteur et à des indépendants dans le secteur, parce que c'est aussi vraiment une des particularités, c'est qu'on travaille avec énormément d'indépendants différents, de se réunir dans un lieu, d'y associer un Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire qui permet aux entreprises présentes ou aux entreprises extérieures d'avoir accès à des machines qui leur permettent de prototyper beaucoup plus rapidement des projets qu'elles auraient. Ça va des imprimantes 3D, des coupeuses laser, etc. Et d'y associer un coworking et un espace dans lequel on peut organiser des conférences, des formations. Et tout ça est né du coup au fil du temps. On a eu la chance de pouvoir le commencer rapidement dans un premier bâtiment où on avait 5-6 entreprises, un tout petit Fab Lab et un peu d'animation. Et puis après, des fonds FEDER européens et la Wallonie ont soutenu le projet de la création d'un lieu permanent, 3000 m2 en cœur de ville. C'était aussi important à nos yeux. C'est la particularité aussi de notre secteur, c'est d'être souvent dans des environnements urbains et d'avoir un lieu qui combine bureau, espace de travail partagé, salle de réunion, salle de conférence, Fab Lab. Tu parlais d'espace de coworking. Tu as des exemples de projets qui sont nés justement dans cet espace ? Oui, alors par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu le projet Ionic par exemple. Non. Ionic, c'est un projet de cadre connecté. Il s'appelle le Netflix de la photographie, et c'est de l'encre, un peu comme sur les tablettes sur lesquelles vous lisez vos e-books, donc pas comme les Apple, mais c'est de l'encre, comment on appelle ça, de l'encre numérique, l'encre conductrice. Et donc ça fait une photo en noir et blanc, mais à travers une app vous pouvez changer la photo. C'est bluffant. On a l'impression d'avoir affaire à une vraie photo. Donc c'est vraiment du papier numérique, comme on appelle ça. C'est une entreprise qui est basée dans le Brabant wallon, mais qui cherchait des gens pour l'accompagner dans le développement de son produit, et qui a trouvé 3-4 entreprises dans le track justement. Une entreprise qui a fait le design et qui a aidé à accompagner sur les processus de conversion de la photo, une entreprise qui a fait l'ingénierie, et une autre entreprise qui a fait la communication. Et donc voilà, c'est typiquement dans ce genre de lieu des entreprises qui montent ensemble sur un projet, qui accompagnent, et puis après qui font naître le projet, puis qui se séparent. Beaucoup d'entreprises aussi dans le track même montent ensemble sur des appels d'offres, sur des réponses de projets. Donc c'est un lieu assez riche en échanges et en potentiel justement de répondre à toute une série de problématiques que peuvent avoir des métiers. Quelles sont les grandes demandes pour l'instant des gens qui viennent chez Track ? À la fois, on a un lieu dans lequel il y a beaucoup d'entreprises du secteur qui travaillent, mais à la fois on a un lieu ouvert, et donc en fait ça va vraiment de tout type d'accompagnement. Ça va parfois d'étudiants aussi, on a pas mal d'étudiants entrepreneurs aussi qui passent la porte du track, et qui eux sont un peu complètement perdus dans les différents chemins et les différents métiers qui peuvent rentrer. Mais on a des gens qui veulent de l'accompagnement en communication, on a des gens qui veulent bêtement se sensibiliser un peu aux grands enjeux de l'intelligence artificielle dont on parlait. On a des gens qui viennent avec des projets très précis, très pointus. Donc c'est difficile de donner comme ça une seule raison de l'entrée au track. Et c'est aussi pour ça qu'on organise justement toute une série de soirées, d'ateliers, de conférences, etc. Parce que ça nous permet d'élargir les publics, d'avoir plus de gens qui se rencontrent et du coup qui se rencontrent que de ce que peut leur apporter la communauté du track. On a parlé du track, on a parlé du kick, et je suis obligé aussi de parler du pavillon qui est situé sur l'esplanade de la citadelle de Namur. Ouais. C'est quoi exactement ? Alors c'est un lieu incroyable, le pavillon. D'abord c'est l'ancien pavillon belge de l'Expo universelle de Milan. On était en manque d'un lieu permanent pour pouvoir organiser des grandes expositions principalement, et la ville de Namur nous a confié l'exploitation du pavillon. Et donc c'est un lieu d'abord assez remarquable au niveau architecture, mais et dans lequel on organise 2 ou 3 fois par an des expositions sur des thématiques de nouveau liées au numérique, et qui sont destinées au grand public et au public scolaire. Et donc on fait un énorme travail avec l'équipe du pavillon justement sur la médiation
Et on essaye vraiment, à travers nos expos, à travers les regards d'artistes, de donner des clés au jeune public et au grand public sur les enjeux futurs amenés par ces chamboulements qu'amène le digital. Et ça va de nouveau de questions comme l'intelligence artificielle, de la robotique, des machines, des notions hyper sensibles de protection de données, de privacy, etc. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que on n'est pas que des demain dans nos villes et nos régions, des enfants qui sont très consommateurs de numérique, mais aussi acteurs. Et ça, c'est vraiment important pour nous, qu'on n'est pas que des jeunes derrière une tablette, mais qu'on est aussi des jeunes qui sachent de quoi est constituée cette tablette, comment est-ce qu'on l'a fait, dans quelles conditions elles sont faites, quelles sont les possibilités que moi je peux faire à travers ces outils, etc. Et donc du coup, à travers des expositions, mais aussi toute une série d'ateliers présentes dans le pavillon, on accompagne les écoles, les jeunes publics, etc. aux futurs métiers, aux futurs enjeux d'estime, etc. Par exemple. Combien de personnes travaillent sur ces différents projets? On est une 15aine de personnes dans l'ASBL, réparties donc sur les 3 projets, plus le média qu'on a aussi. Tu sais quoi avant de lancer le Kik? J'étais principalement à la tête de Doc Studio, et c'est un projet qui s'est terminé pour moi il y a 2 ans. On a revendu la société, mais je suis aussi cofondateur d'une agence qui s'appelle La Niche, et d'un projet d'entreprise créative, un studio d'installation interactive qui s'appelle Superbe. Tu parlais de Doc Studio, c'est quoi exactement? Doc Studio, c'était notre premier bébé avant La Niche et Superbe, et c'est une agence. J'aimais bien utiliser le mot agence boutique, c'est-à-dire dans le sens un peu quand on voit un boutique hôtel, c'est un hôtel très très haut de gamme, très qualitatif. Et avec Doc Studio, en fait, on était pour moi l'équivalent de la haute couture dans le web, c'est-à-dire qu'on faisait des projets très très qualitatifs, très ambitieux pour des marques internationales, avec une volonté très importante de réaliser vraiment les meilleurs projets digitaux à ce moment-là, et c'est ça qui a fait notre reconnaissance internationale en fait. Et t'as travaillé avec quelle marque? On a travaillé pour Microsoft, pour Amazon, pour Facebook, pour YouTube. Et tu sais quoi pour eux, leur campagne de communication ou Alors on faisait pas des campagnes. Tout ce qui est accompagnement campagne, c'est plutôt notre volet à La Niche. Ça c'est vraiment à La Niche, on fait vraiment de l'accompagnement long terme. Avec Doc Studio, c'était plutôt des projets et ça l'est encore, parce que moi je suis plus dedans, mais maintenant Doc Studio existe toujours évidemment. Et Doc Studio, c'est plutôt des projets one shot, un lancement d'un produit. Par exemple pour Amazon, on a fait le lancement d'une de leurs voitures intelligente, une voiture autonome, lancement d'un nouveau projet, d'un nouveau film, d'un Marvel ou d'un truc dans le genre, et qui ont besoin d'une forte présence web très différenciante. À ce moment-là, c'est là que Doc Studio intervenait. Personnellement, c'est quoi ton lien avec le digital? Comment tu t'es retrouvé dans ce secteur si particulier? Alors moi, au départ, ça peut paraître un peu étrange, mais je suis pas, j'y connais quand même pas grand chose en code, et j'ai fait des études de graphisme, donc c'est aussi un des grands métiers du secteur des industries créatives, à une époque où ça fait vieux de dire ça, mais à une époque vraiment où les écoles n'avaient quasi pas d'ordinateur pour nous former. On faisait encore du dessin, on faisait encore beaucoup d'apprentissage de la typographie à la main, etc. Il y avait vraiment la révolution informatique à ce moment-là qui arrivait, et par contre avec mon frère, on était très geek déjà, passionnés de jeux vidéo, passionnés d'ordinateurs. Mes parents qui étaient commerçants avaient, je pense, étaient les premiers à avoir des ordinateurs dans leur domaine, etc. Et nous, la nuit, on allait sur l'ordinateur des parents et on commençait. Mon frère, lui, est beaucoup plus geek que moi encore, lui très développeur. Moi, j'avais des idées, mon frère développait à côté, et donc on avait vraiment un côté très touché aux ordinateurs assez rapidement. Je pense que c'est à cause ou grâce à nos parents qu'on a commencé ça. Tu te souviens, il y avait combien de visiteurs au premier Kik Festival? 500. Et par rapport à aujourd'hui? On a 25 000 maintenant. Pas mal l'évolution. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas fini. T'as ressenti quoi lors du premier festival, lorsque les premiers visiteurs ont franchi la porte? Je pense qu'on s'est rendu compte de rien au premier festival, parce qu'on était complètement à la bourre, on se rendait pas du tout compte en fait de ce qu'on était en train de faire à ce moment-là. Je pense que c'est un peu quelque chose qu'on a un peu dans tous nos projets. On fonctionne de manière très empirique comme ça. On est plutôt du style à le faire, et puis après à se dire tiens,
Mais je pense qu'on était quand même très fiers à la fin et on s'est tout de suite rendu compte du potentiel et on s'est dit c'est certain que qu'on peut le faire grandir et qu'on peut que ça répond à des besoins et donc c'est ça qu'on était content et un peu comme aujourd'hui, un peu comme à la fin du dernier festival ici où je me suis dit mais maintenant le potentiel c'est pas 25 000 c'est 250 000 et mon équipe rit chaque fois quand je leur dis ça mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver dans quelques années à 250 000. Aujourd'hui tu as énormément d'expérience. Qu'est-ce qu'elle t'apporte quand on veut organiser un festival pour bientôt 250 000 personnes? Je dirais que moi je fais partie des gens qui ont j'apprends sur le tas. J'ai pas appris les RH, j'ai pas appris la finance, tout ça j'ai pas appris à l'école, j'ai pas appris la logistique et en fait je pense que cette volonté d'apprentissage et aussi de s'entourer quoi. Moi je pense que je suis quelqu'un qui a la capacité et la volonté de bien s'entourer, de choisir les bonnes personnes qui sont capables d'amener à bien les projets. J'ai pas du tout la responsabilité globale du succès de nos différents projets, c'est vraiment partagé par des gens qui font les choses mieux que moi. Et je pense que c'est aussi je pense que l'expérience m'a appris ça, de se dire que je ne sais pas tout faire et qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux. Et quel est le projet que vous avez accompagné dont tu es le plus fier? Ionic dont je parlais tantôt, c'est quand même vraiment un beau projet parce que c'est un projet qui est... Pourquoi j'aime bien en parler? Parce que c'est un projet qui est international. C'est un projet qui est basé sur un produit qui nécessite beaucoup de technologie quand même derrière et qui nécessite aussi beaucoup de métiers de la créativité numérique et je trouve ça assez fou en fait de dire qu'on est encore capable en Belgique de développer des projets de niveau industriel comme celui-là et qui est en plus à la fois révolutionnaire et donc je trouve que c'est vraiment un projet que je vous encourage à aller voir. C'est exactement pour ça qu'on a créé le lieu. C'est quoi la réaction de tes clients après un accompagnement? Imaginons par exemple que quelqu'un qui est venu imprimer une prothèse en 3D dont tu parlais tout à l'heure, ils réagissent comment après? La réaction des clients en général, c'est d'abord souvent c'est de dire je pensais pas que je pouvais le faire et je l'ai fait et donc vous m'avez aidé à le faire moi-même. Ça je pense que c'est vraiment important. Il y a des entreprises qui font de l'accompagnement spécifique pour la mise sur le marché de produits. Nous c'est vraiment on est dans le prototypage fait par l'utilisateur et donc je pense que c'est d'abord beaucoup de satisfaction de leur part et aussi je pense à terme de se dire en fait c'est pas si compliqué. Si je m'y intéresse, si je suis les formations, si je suis l'accompagnement, c'est faisable en fait. Et donc on a énormément de gens qui ont des idées en Wallonie et qui les abandonnent parce que il y a cette peur de dire soit ça va me coûter trop cher de vouloir réaliser cette idée, soit je vais pas savoir techniquement comment le faire. Et je pense que des lieux comme le TRAC, ça permet d'abaisser ces barrières. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait par rapport au KIC ou au TRAC ou au pavillon? Moi, c'est toujours les gens chez qui on suscite de l'émotion. Et ça, on a quand même beaucoup qui reviennent, en nous disant que ce tel projet leur a arraché une larme ou les a fait rire aux éclats. Et en gros, moi, je passe souvent pendant les expos du pavillon ou pendant le festival et je passe souvent à un moment donné où je m'efface un peu et je coupe mon téléphone, etc. et je fais le tour des différents lieux, des différentes pièces qui sont proposées et je ne fais pas j'observe pas les installations, mais j'observe les gens et c'est pour moi c'est ça vraiment et je me mets à côté d'eux, j'écoute comment les enfants parlent avec leurs parents, les questions qui sont soulevées à ce moment-là et là ça me fait vraiment me dire que ça a énormément de sens ce qu'on fait. Comment vont évoluer le KIC Festival et le TRAC dans les prochaines années? J'espère en bien. Et je me suis beaucoup questionné l'année passée avec Marie sur le fait de continuer ou pas, est-ce qu'on avait fait le tour, est-ce qu'on avait encore notre place, et notre volonté c'est de dire qu'on a encore beaucoup de choses à apporter. Je pense que la volonté c'est pour le festival, c'est vraiment de grandir. Je pense que sur les volets professionnels, on atteint notre taille, on a 4000 personnes à Namur, on sait difficilement faire mieux, plus, etc. Par contre, sur le volet grand public, là, on peut vraiment, comme je l'ai dit, grandir à 200 000 personnes. Et ça, c'est vraiment une volonté qu'on a, c'est d'avoir à un moment donné un festival beaucoup plus important en termes d'audience. Et sur le TRAC, ma volonté, c'est qu'il y ait beaucoup plus de projets qui naissent, beaucoup plus d'entreprises présentes dedans, beaucoup plus de coworkers, et d'en faire un lieu de vie. Pour le moment, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a encore une barrière au franchissement des portes. Les gens se disent, ok, c'est pas pour moi. Et donc on a encore, je pense, un gros travail à faire sur la communication, l'accompagnement, un peu désacraliser le lieu et que les gens n'aient pas peur de se dire, ok, c'est des gens qui font des trucs dans leur coin, mais moi, mon métier n'a pas sa place là-dedans. Et donc on essaye vraiment de travailler à ça pour le moment. Quand tu regardes ton parcours, tu penses à quoi? Je pense que je m'y attendais pas.
que j'ai étudié le design à Bruxelles. Avant de créer ma boîte, je suis parti 1 an à l'étranger et quand je ne savais absolument pas ce que je voulais faire en rentrant. Enfin, si j'avais 2 choix, soit j'ouvrais un restaurant, soit j'ouvrais une agence digitale. Et j'ai décidé d'ouvrir une agence digitale et en fait c'est toute une série d'étapes comme ça qui se sont passées et qui ne sont pas quelque chose de très réfléchi au départ. Comme je le dis, je pense que c'est notre manière de fonctionner, mais par contre ça correspondait exactement à mes attentes, c'est-à-dire beaucoup de rencontres, beaucoup de curiosité, beaucoup d'international et en fait je me rends compte que mes métiers, qu'ils soient au KIC ou dans les agences, répondent un peu à ces besoins de curiosité, de voyage, de rencontres et donc je suis super content. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Gilles pour ce témoignage inspirant. Merci à toi. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouvel entrepreneur qui vit de sa passion. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. À très vite.